Radio Germaine. Bonne journée, bon réveil. Bonsoir, bienvenue dans le 20h. Fréquence Média, l'émission média de Radio Germaine. Ne cherchez pas de réveil, vous avez la radio. Maxime Martinez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fréquence Média, saison 2, épisode 12. On est très heureux de vous retrouver pour le 30e et dernier numéro de notre émission. Alors pour l'occasion, nous sommes en direct pendant près d'une heure pour une émission exceptionnelle avec non pas un, non pas deux, non pas trois invités, mais zéro. Déborah Loïc des Échos qui nous présentera Sillage, le podcast qu'elle a lancé en début d'année. J'ai enregistré cette interview il y a quelques jours. Et puis nous avions prévu un débat avec Thierry Moreau et Michael Zoltobroda. Thierry Moreau a dû annuler pour des raisons personnelles et Michael Zoltobroda, on attend qu'il arrive dans quelques instants, peut-être qu'il sera là en deuxième partie d'émission, on espère en tout cas. Et Léopold, quoi qu'il arrive, sera là et il décryptera avec nous la saison média 2017-2018. Et puis les chroniques de l'équipe. Alors l'équipe que vous voyez autour de moi n'est pas du tout l'équipe habituelle, hein, voilà. Autant vous dire, je vais vous les présenter dans quelques instants. Mais il y a Louis qui était là la saison dernière et qui revient. Claire, non, qui n'est pas là. Mathieu, Julia, Marion, qui seront qui ne sont là. Pas là non plus. Mathieu est là, lui, bonjour Mathieu. Bonjour Maxime. Alors là, c'est l'équipe de Radio Germaine, c'est ceux avec qui on a été toute la saison. À la technique, il y a Julien. Salut Julien, tu peux crier en Allez Julien. Avec nous, Mathieu, donc que vous connaissez bien, qui fait aussi en politique, MC qui est notre secrétaire général, Giovanni qui est notre trésorier, oui, c'est ça, et qui s'occupe donc de politique, et puis Zoé, notre Madame la Présidente, pour encore quelques jours. Voilà. Pas habitué. Toujours pas habitué. Et puis bien entendu au programme, les derniers top flops et le bêtisier, non pas de Fréquence Média, mais de la saison de Germaine. Autant vous dire, toutes les émissions compilées en près de 8 minutes, ça va être n'importe quoi. Pourquoi on n'a pas été informé Oui, de ça? absolument. Moi, Parce que, voilà. T'inquiète pas, en politique est pas totalement concerné, mais MC beaucoup plus. On est sauvé, Giovanni. C'est parti, Fréquence Média, saison 12, vous pouvez réagir, hashtag FMédia, mais aussi commenter en Facebook Live, on relaiera vos questions. Fréquence Média. Et vous connaissez la formule, on débute tout de suite par le Flash Média. Le Flash Média, Maxime Martinez. Et on commence notre flash par les audiences radio. Première chose, le nombre d'auditeurs de la radio en France diminue avec 43,2 millions de Français qui écoutent la radio, 182 000 de moins qu'il y a un an. RTL conforte sa place de première radio de France en légère hausse avec 6,4 millions d'auditeurs devant France Inter 6,1 et Énergie 5,3. Suivent France Info, RMC, France Bleu et Europe 1 talonnés par Skyrock. Le 7-9 d'Inter reste la première matinale de France avec 1 829 000 auditeurs au quart d'heure moyen, suit RTL présenté par Yves Calvi en deuxième place, en hausse avec 1,7 million, et celle de Patrick Cohen sur Europe 1 qui remonte sur le podium et repasse la barre du million avec 2 188 000 auditeurs lors de son journal de 8 heures. Marc Fauvel reste l'homme le plus écouté de France. Et la quatrième matinale de France, c'est celle de France Bleu et elle devrait changer à la rentrée. France 3 et France Bleu devraient en effet essayer une matinale commune dès le mois de juin. C'est ce qu'a annoncé aux Échos Takis Candilis, numéro de France Télévisions. Une expérimentation en septembre avant une généralisation en 2019. Cette matinale sera composée de journaux, de rendez-vous sur la vie quotidienne et la proximité, ainsi qu'un rendez-vous politique régional. La rentrée se prépare et certaines émissions ne devraient pas passer l'été. C'est le cas de Thé ou Café. D'après Le Parisien, le rendez-vous du week-end présenté depuis 22 ans par Catherine Sellac ne devrait pas être renouvelé malgré de bonnes audiences. Question d'économie. D'après Pure Média, Catherine Sellac pourrait rebondir à la radio. Le rendez-vous foot du dimanche matin sur TF1 va changer de présentateur. Christian Jean-Pierre va quitter la présentation de Téléfoot qu'il avait récupéré en 2008 après la disparition de Thierry Gilardi. Il restera tout de même sur TF1 pour commenter le rugby et le foot féminin. Sur la shortlist de TF1 pour le remplacer, Grégoire Margoton, commentateur des Bleus, ou Nathalie Anetta qui arrive sur TF1 LCI pour la Coupe du Monde. La Ligue de football professionnel a dévoilé l'appel d'offres pour la Ligue 1 pour les saisons 2020-2024. Grande nouveauté, la fin du célèbre multiplex du samedi soir, RIP Jacques Vendroux, programmé désormais le dimanche à 15h. Un autre match sera programmé le dimanche à 13h pour notamment attirer le public asiatique. La chaîne SFR Sport, par le biais de son directeur Alain Veil, a annoncé ne pas concourir à cet appel d'offres. La LFP souhaite atteindre la barre du milliard d'euros de droits télé et devra faire avec les diffuseurs actuels Canal+ et beIN Sport.
Et enfin, retour gagnant pour 2 programmes mythiques de la télévision française. Sur France 3, mercredi, la carte au trésor, jeu estival proposé jusqu'en 2009, de retour avec Cyril Ferraud à la présentation. Ça a réuni 10% du public, 2 531 000 téléspectateurs. Et puis, carton pour TMC et le grand retour du Burger Quiz avec Alain Chabat. Après près de 16 ans d'absence, 1 800 000 téléspectateurs, 7,6% de part de marché. Radio Germaine. Et tout de suite, l'invité de Fréquence Média, nous recevons Déborah Loy qui programme le podcast des EcoStart Sillage. L'invité de Fréquence Média. Bonjour Déborah Loy. Bonjour Maxime. Alors on se connaît parce que tu étais à l'école de journalisme l'année dernière, maintenant tu es aux EcoStart et tu as créé un podcast qui s'appelle Sillage. Sillage, qu'est-ce que c'est ? Alors Sillage, c'est un podcast de témoignages. Le témoignage est vraiment dans l'ADN en fait des EcoStart, qui est le site des jeunes aux échos, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et on avait envie de créer un format sonore autour de ce témoignage. Donc ce sont vraiment juste des jeunes de moins de 35 ans, c'est notre critère, qui viennent raconter une expérience, quelque chose qui leur est arrivé. On va travailler par thématique, par saison. Et la première saison, qu'on va terminer là le 7 mai, s'appelle Rebondir. Donc il s'agit d'histoires de jeunes à qui il est arrivé un coup dur. Ça peut être un accident, ça peut être un échec, et qui ont su rebondir et qui viennent raconter comment. Est-ce que le podcast était nécessaire pour raconter ces histoires ? C'était plus difficile à coucher sur le papier ? Non, enfin moi j'adore écrire, je pense qu'on aurait pu le faire. Après, il y a une autre dimension quand même dans le podcast. Je trouve que c'est un format merveilleux parce qu'il est très intime, très intimiste. On n'est jamais aussi proche en fait des gens, de nos lecteurs, de nos auditeurs qu'avec la radio, en plus avec un podcast, parce que souvent les gens écoutent le podcast avec un casque ou des écouteurs. Donc je sais pas si t'imagines, mais on est près du cerveau en fait de nos auditeurs, et ça c'est vraiment merveilleux. Et il y a quelque chose, enfin je trouve, dans le fait d'entendre la voix de quelqu'un mais de ne pas voir son visage. Moi, je voulais pas qu'il y ait de photos des gens, on a fait appel à un illustrateur. Je trouve que on imagine le visage de cette personne, on accompagne son histoire, on est extrêmement proche d'elle, et puis les gens au micro se confient énormément. Et je pense que d'entendre quelqu'un effectivement qui dit quelque chose de très personnel, c'est plus fort que de le lire probablement. Il y a cette dimension de la voix qui intervient énormément dans le podcast. Est-ce que tu as des critères pour les voix que tu utilises ? Non, alors justement pas. Moi, c'est un sujet sur lequel je milite, qu'on ait beaucoup de voix différentes à la radio. Je trouve que c'est très uniforme aujourd'hui en France en particulier. Moi, j'ai grandi en Suisse où il y a beaucoup d'accents différents, beaucoup de cantons différents, beaucoup d'accents différents et beaucoup de voix différentes. Et c'est beaucoup plus divers en fait à la radio aux Suisse. Et je trouve qu'en France, il y a une vraie uniformité. Et d'ailleurs, en cours de radio, on dit aux filles, non mais baisse ta voix. On me disait toujours que j'avais une voix trop aiguë, que j'avais pas une voix de radio. Et en fait, c'est ma voix. On me disait que j'avais une voix de petite fille. Non, j'ai une voix de femme de 26 ans. C'est ma voix, peut-être qu'elle plaît pas à certains, mais qu'importe. Donc je laisse vraiment la place à tout type de voix. J'ai eu une jeune femme de 20 ans, Alexia, qui a une histoire bouleversante, qui a une voix de femme de 20 ans qui a été fragilisée, mais en même temps ça fait partie de sa personnalité, ça donne une couleur, et donc non, j'ai pas du tout de critères au niveau de la voix. Et d'ailleurs, au niveau de la voix, on peut conseiller le podcast d'Arte Radio qui est sorti il y a pas très longtemps. Vous pouvez aller écouter, on vous mettra le lien sur la page Facebook de Radio Germaine. Comment t'es venue l'idée de ce podcast ? Alors, l'histoire en fait, c'est que j'ai fait je voulais essayer d'imiter justement un format Arte Radio pour mon travail de fin d'études de Sciences Po, et on a publié le format sur les EcoStart, et le truc a cartonné en fait. Il a fait 17 000 écoutes, alors qu'on n'avait jamais mis de format sonore sur les EcoStart. On a créé un SoundCloud pour le coup, tu vois, on n'avait pas du tout. Et le truc a cartonné, et donc on s'est dit bon, il y a un potentiel. Et dans mes chefs, il y a une fille qui est fan absolue comme moi des podcasts, donc on s'est dit bon, il y a quelque chose à exploiter. Et puis on a réfléchi ensemble, on a brainstormé comme on dit dans la Startup Nation, et on a fini par tomber sur cette idée de témoignage. Moi j'aime bien en fait le fait de pouvoir se mettre en retrait en tant que journaliste et de vraiment laisser la place à des individus. Et ce qui est merveilleux dans le podcast et qui arrive très peu ailleurs dans les médias, c'est qu'on peut laisser parler quelqu'un pendant 20 minutes alors que c'est un inconnu complet, que voilà, c'est pas du tout un personnage public, mais juste on entend son histoire. Et je pense que il y a plein d'histoires chez les gens qui sont merveilleuses et qui valent la peine d'être écoutées. C'est la force du témoignage qui compte. Oui, c'est ça, vraiment, oui. C'est nouveau pour un journal comme Les Échos de se lancer dans le podcast aujourd'hui. Ça vient aussi dans une mode où le podcast est de plus en plus présent.
Alors moi, c'est un format dans lequel je crois profondément pour plusieurs raisons. D'une part, parce que je pense que c'est un format qui est très compatible avec nos vies actuelles. Je m'explique. On passe notre temps, notre journée, pour la plupart d'entre nous, devant des écrans. Quand on rentre le soir ou quand on part travailler le matin, on n'a pas envie en fait d'avoir encore un écran, encore une télé, encore un ordinateur. Ça, on a parfois mal à la tête, mal aux yeux après une journée. Et donc le format podcast, c'est génial pour ça parce que tu peux l'avoir quand tu rentres chez toi le soir, tu fais ta cuisine, tout ce que tu as à faire en fait chez toi ou dans les transports. Et ça permet aussi, on est dans un monde où on a envie d'être tout le temps productif, de combler les temps morts, et le podcast permet ça. Moi, j'ai une demi-heure de trajet, ça va pas être un temps mort parce que je vais écouter un podcast. C'est plus pratique d'écouter un podcast que de lire un journal dans le métro, pour ceux qui ont essayé, voire même que de lire un livre parfois parce qu'on est un peu serré. Donc je pense que c'est un format génial pour ça. Donc moi j'y crois profondément, j'avais très envie qu'on se lance là-dedans avec les Échos. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et puis on a été deux en fait. C'était un peu deux impulsions individuelles, les podcasts aux Échos, donc la mienne et puis celle de mon collègue Guillaume Brégeras, qui est donc responsable de la page Startup et qui lui a lancé un podcast que je vous conseille d'écouter aussi, qui s'appelle Tech Off, et où il rencontre des start-upers et il discute avec eux. Et voilà, je pense qu'on est juste deux à croire profondément en ce podcast. On a lancé le truc et en fait ça se développe parce que maintenant il y a des éditorialistes, il y a notamment Jean-Marc Vittori et David Barou qui enregistrent leurs chroniques et qui les diffusent sur SoundCloud. Donc c'est en train d'arriver aux Échos, c'est un format dans lequel on croit, on verra quelle forme ça prend. Est-ce que mon rêve évidemment c'est que dans 2-3 ans on ait un service podcast au sein de la rédaction. Bon, pour l'instant c'est pas le cas. Est-ce que ce sera le cas? J'espère, mais je sais pas. Pourquoi Sillage? Sillage parce que on aime bien justement l'idée d'être dans le sillage de quelqu'un. Tu vois, il y a cet aspect très poétique, le sillage d'un bateau qui laisse des vagues sur l'eau et qu'on a envie de suivre, qu'on a envie de. Voilà, c'était vraiment cette idée en fait aux EcoStart. Un de nos objectifs est d'inspirer les gens. Et moi, j'espère profondément que Sillage inspire et donne envie aux gens de se lancer, et aussi j'espère que l'échec et l'accident fera un petit peu moins peur aux gens qui auront écouté Sillage, parce qu'on se dit voilà, il peut nous arriver des choses terribles. Il y a des histoires très dures dans cette première saison. Il y a l'histoire de Louis qui a quand même été électrocuté, qui a perdu ses 2 bras. Enfin, c'est extrêmement violent, mais quand on l'entend parler, on se rend compte que en fait on peut se remettre de tout. Et ça, c'est génial. Je trouve que ça donne confiance en la vie. Et on a reçu des messages vraiment touchants dans les commentaires de gens qui nous ont dit ça redonne espoir. C'est génial en tant que journaliste de lire ça. Comment se crée un épisode de Sillage? Alors, il y a plusieurs étapes. La première étape, qui n'est pas la plus facile, est de trouver les gens, parce qu'on cherche des histoires fortes, le rebond. Alors, tu vois, ils ont moins de 35 ans, il faut qu'ils aient déjà eu un échec ou un accident et qu'ils aient déjà rebondi et qu'ils aient suffisamment de recul là-dessus pour pouvoir le raconter. Donc si tu veux, c'est un challenge. Alors ça, bon, tu vois, c'est des potes de potes, on a fait des appels à témoins, on a fouillé tous les médias, voilà, c'est comme ça qu'on les trouve. Ensuite, une fois qu'on a trouvé quelqu'un, eh bien, je fais un premier déjeuner en général avec la personne pour qu'elle me raconte son histoire, pour être sûre que voilà, elle est suffisamment forte, la personne est capable d'en parler de manière assez fluide et justement avec ce recul qui est important pour moi. Et ensuite, donc si c'est ok, donc je prends des notes, je construis un petit peu l'histoire. Je fais un espèce de fil rouge sur la base de ce que la personne m'a dit. Et puis ensuite, on va en studio. On a un tout petit studio aux Échos, donc j'invite la personne à venir à la rédaction. On va en studio. En général, on passe pas mal de temps. On passe souvent 1h30 à enregistrer. Pourquoi? Parce que il y a un truc qu'on sait, c'est que quand on parle avec quelqu'un une demi-heure, il nous dit un peu ce qu'il y a sur son LinkedIn, en gros. Quand on parle avec quelqu'un 1 heure, il commence un peu à se confier. Et puis quand on parle avec quelqu'un 1h30, dans la dernière demi-heure, il y a vraiment des choses qui ressortent. Et moi, souvent, c'est marrant parce que les points forts du podcast, des épisodes, en fait, ils me les ont dit tout à la fin, genre ah oui, je voulais encore dire ça, et tout à coup ils se livrent et ils disent quelque chose de magnifique. Par exemple, Simon, dans l'épisode qui est sorti là lundi dernier, en fait, tout à la fin, il dit oui, le plus important c'est de passer du temps avec sa famille. Moi, j'ai perdu mon grand-père et je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas assez passé de temps avec lui parce que j'étais trop dans ma vie dans ma carrière de start-upper. Et ça, il me l'a dit tout à la fin de l'enregistrement. Donc ça vaut vraiment la peine en fait de laisser tourner. Alors après, ça crée un challenge. Ceux qui font de la radio le savent, c'est que je me retrouve avec 1h30 de rush pour un épisode de 20 minutes, donc je passe quand même pas mal de temps à monter. Ensuite, j'ai de la musique. Là, j'ai
depuis les 3 derniers épisodes, c'est un ami qui a composé une musique exprès pour Siège que je trouve sublime, donc je suis vraiment ravie. Donc voilà, après c'est du montage de base, tu vois, voilà, ensuite j'enregistre ma voix, et puis il y a un ingé son qui mixe, parce que ça c'est le seul truc que je ne sais pas faire avec ma formation de radio, c'est mixer le truc. Donc il y a un ingé son aux Échos qui mixe le podcast, et puis ensuite on le diffuse, et puis voilà. T'étais en train de monter tout à l'heure, on voyait la timeline qui était bien remplie avec plein de couleurs. Pour ceux qui font du montage radio, ils connaissent ça. Alors on voit l'émergence des podcasts en France, et même des podcasts native en France aujourd'hui, avec Louis Média, avec Boxon. Alors Sillage est adossé aux Échos, mais pour les autres, trouver un modèle économique, c'est encore compliqué aujourd'hui. Ah mais j'ai envie de te dire, même pour les Échos, c'est compliqué aujourd'hui. Ouais, c'est marrant d'ailleurs. Ce matin, j'ai entendu sur France Inter qu'ils vont lancer leur premier podcast natif dans un mois. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui se lancent. Le business model est compliqué, mais bon, j'ai envie de te dire comme le business model des médias en ce moment en général. Pour l'instant, nous sur Sillage, on était sur un modèle de pub, en fait, qui est le modèle économique des EcoStart, on a un média gratuit, contrairement aux Échos, qui est un média payant. On a eu un sponsor qui est Audible, qui accompagne beaucoup de podcasts, notamment les podcasts de Louis Média, de Charlotte Pulowski, qui nous a accompagnés sur le lancement. Et puis là, on regarde pour trouver un sponsor aussi pour la saison 2. C'est un marché émergent, donc il y a encore un petit peu, les marques sont encore un petit peu frileuses parce que en fait ils connaissent pas souvent ce format, ils savent pas trop dans quoi ils s'engagent. Tu leur demandes de faire une pub sonore, ils ont pas l'habitude de le faire, tu vois. Et en même temps, moi je dis aux sponsors, mais enfin ce que je t'ai dit tout à l'heure, vous êtes au plus près du cerveau des gens, et je veux dire aujourd'hui tout le monde a des adblocks, enfin, soyons réalistes, une pub sur un site internet, il y a beaucoup de jeunes qui la voient plus, en tout cas si elle est très invasive, alors que là, le podcast, on zappe pas la pub, parce que souvent, ça dure 30 secondes, 1 minute au début, donc on l'écoute, et on l'entend réellement. Donc je pense qu'il y a un vrai potentiel pour les annonceurs. Il y a des grandes marques qui s'y mettent, il y a Guerlain qui soutient un podcast que j'adore, qui s'appelle La Poudre, par Lorraine Bastide, ouais, qui a créé une maison de production de podcasts qui s'appelle Nouvelles Écoutes, qui fait des choses très très belles. Donc voilà, il y a des grandes marques qui s'y mettent. Il y a Chanel qui lance son propre podcast, mais du coup en brand content, quoi. Donc je pense que ça arrive. C'est un gros marché aux États-Unis, c'est un gros marché en Allemagne, et en gros aujourd'hui les sponsors me disent oui, mais alors combien de personnes vous avez et qu'est-ce que ça représente, et le coût pour 1000, qu'est-ce que c'est, et pour l'instant c'est pas encore vraiment fixé. Mais moi je crois vraiment en ce format, et je crois vraiment en son essor. Après, est-ce que ce sera un jour payant? Pourquoi pas? Peut-être, je sais pas. Pour l'instant, ça se fait pas. Ça poserait un problème de diffusion, parce qu'aujourd'hui, tu diffuses sur SoundCloud, sur iTunes, donc tu pourrais pas faire payer. Oui, effectivement, c'est vrai. Donc c'est vrai que ça existe, et pourquoi pas sur des formes d'abonnement. Pour l'instant, nous, on part plutôt sur un format pub. Après, il faut savoir quand même que l'avantage du podcast, c'est que ça prend du temps. Ouais, je te disais, moi, mon montage, je passe du temps dessus. Donc c'est un coût humain. Après, il n'y a pas non plus des coûts d'infrastructure qui sont monstrueux. Donc tu peux être assez facilement rentable en lançant ton podcast. Après, c'est sûr que si tu fais que ça de ta vie et que tu dois en vivre, il faut voilà. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec du mécénat aussi, par exemple Studio 404, qui est un autre podcast que je recommande, qui est vraiment super. Eux, ils travaillent avec du crowdfunding, en fait, ils demandent de l'argent à leurs auditeurs. Donc c'est comme le podcast, c'est un format assez fidélisant, où il y a vraiment une communauté qui se crée autour des différents podcasts. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire autour du mécénat. Alors, une des chroniques rituelles de Fréquence Média, c'est un mot pour le dire. Je vais te donner un mot et tu vas devoir me répondre en un mot. Ok. Si je te dis podcast. L'avenir. Si je te dis les Échos. Sérieux. Si je te dis sillage. Inspirant. Et si je te dis avenir. J'ai hâte. Merci Déborah. Merci. C'était Déborah L'Oeil des Échos. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Déborah. Tout de suite, la première pause musicale. Alors, vu que c'est une émission d'1 heure, il va y en avoir 3. Et c'est mon choix. Paolo Conte, Via con me. C'était Paolo Conte sur Radio Germaine. Tout de suite, donc, le retour sur Fréquence, comme vous l'avez entendu avec le jingle. Et on continue dans notre folie des chroniques enregistrées, puisque Louis, qui était chroniqueur dans Fréquence Média l'année dernière,
n'a pas pu venir, mais il a enregistré sa chronique en avance. Voici donc Ça n'engage que Louis. Bonsoir Louis. Bonsoir Maxime et bonsoir à toutes et à tous. Et merci de revenir pour cette dernière de Fréquence Média. Tu vas nous parler cette semaine des interviews politiques et de ses nouvelles formes. Et oui, mais avant toute autre chose, un petit retour en arrière, une perspective historique s'impose. Nous sommes en 1800, en 1804. Napoléon Bonaparte est empereur des Français et est le premier homme politique à se servir de la presse, donc des médias, pour assurer sa propagande politique à travers, d'une part, le journal de la Grande Armée, pour narrer ses batailles et le récit officiel de ces batailles, et ensuite le Moniteur universel, qui était le journal officiel de la France, dans lequel la propagande gouvernementale était assurée. Mais par la suite, la presse libre, puis la radio, puis la télévision se sont imposées dans le cœur des Français et ont totalement métamorphosé l'idée de l'interview politique. Dans les années 30, par exemple, aux États-Unis d'Amérique, avec la radio, la TSF qui se généralisait dans tous les foyers, le président Roosevelt a décidé de communiquer sur sa politique à travers des causeries au coin du feu pour expliquer ses nouveaux programmes de relance économique. Cette politique a été imitée en France avec par exemple André Tardieu, président du Conseil sous la fin de la Troisième République, vers les années 1930-1934, qui lui aussi, en moderniste qu'il était, a décidé de communiquer à tous les Français par la radio. Mais le rôle du journaliste s'est beaucoup renforcé dans les années 50 avec la généralisation et la progression de la télévision. On se souvient des interviews politiques de l'époque avec Pierre Mendès France, mais aussi, il faut le dire, dans les années 70 avec les tout débuts de la libéralisation de la Cinquième République et la naissance, la fin de l'ORTF et la naissance de la radio et de la télévision libre. On se souvient dans les années 74 des images absolument hallucinantes de Jacques Chaban-Delmas convoquant un journaliste pour lui faire poser des questions. Puis par la suite, des interviews beaucoup plus libres avec Alain Duhamel et Jean-Pierre Elkabbach à l'heure de vérité où de véritables questions étaient posées. Mais le véritable tournant de l'interview politique est arrivé dans les années 2000 avec l'importation en France du talk show, le premier étant Tout le monde en parle de Thierry Ardisson, qui restait sous une forme d'interview politique classique. Mais ensuite, la véritable révolution de l'interview en France est arrivée avec l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier à la fin de l'année 2006. C'est alors que le journaliste politique, les journalistes, Éric Zemmour et Éric Nolot, avec Michel Polac, avant l'arrivée d'Éric Nolot, ont changé de statut et sont passés de intervieweurs à strictement parler qui posaient des questions à débatteurs, c'est-à-dire ceux qui, sous couvert de questions, essayer de renvoyer l'homme politique en face de lui à sa cohérence idéologique, le faire parler, le pousser dans ses retranchements. Et cette nouvelle forme d'interview politique a atteint son acmé avec la performance d'Emmanuel Macron il y a 2 semaines au Palais de Chaillot devant Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel, où les deux intervieweurs n'étaient pas seulement des intervieweurs, mais de véritables débatteurs qui apportaient une véritable contradiction au président de la République, qui a pu révéler tout d'abord son talent oratoire, sans parler du fond des propos qui ont été tenus, mais au moins cette émission a eu le mérite de ringardiser totalement l'interview classique, au sens où on a pu l'entendre dans les années 2000, l'interview complaisante de grands journalistes, invités à 20 heures, à se prononcer, à parler avec le président de la République en terrain conquis, c'est-à-dire à l'Élysée. Le grand mérite de cette nouvelle forme de communication politique et journalistique, Maxime, c'est qu'elle rend l'interview classique complètement caduque, et que l'avenir sera maintenant au débat et non plus à l'interview. Merci beaucoup Louis. Et tout de suite, Mathieu qui nous a préparé une belle chronique. Alors une chronique, c'était pas prévu. J'avais vraiment pas d'idée. Alors sur les bons conseils de Marie Capucine, ici présente, on va allier 2 passions communes de cette émission, la musique et les médias. Décidément cette dernière jusqu'au bout. Hein. Est-ce que dans le studio vous êtes chaud pour faire un blind test des médias? Ouais. Oui. Bon, j'ai rien punaise, entendu. l'ambiance de merde. Franchement. Alors attendez. Est-ce que vous êtes chaud? Oui. Oui. Attendez, moi, on s'en fout que ça sature. Ah. Ouais, mais Ah. Et alors c'est parti, le vainqueur remporte. Roulement de tambour. Un bisou. De Mathieu. Je crains le La pire. main de MC. Voilà. Alors on commence facile. Est-ce que la régie c'est prêt? On se croirait dans la 27e avenue. Et ben c'est parti. Première musique, faut trouver l'émission.
Ouais, moi aussi je l'ai. Ah, mais vous êtes pas Fort Boyard. Oui, Fort Boyard. Pour l'équipe Fort d'après. Boyard. Ah, oui, j'avais dit. Son numéro 2. Ah, moi je connais aucune. Allez. Interville. Oui. Point pour les deux papas à droite. Sha-na-na-na-na-na, sha-na-na-na-na, sha-na-na-na, sha-na-na-na-na. Tape à la vachette. Et allez, son numéro 3. PMP. Encore une victoire sur la droite. C'est quoi du coup, c'est pas encore PMP. Pardon, pote. Ah oui, la viande. Parce que, en fait, Léopold est extrêmement bon. Faut le préciser. Son numéro 4. On n'a pas touché. Ah, le truc de Ruquier là. Oui, un point pour l'équipe de... Un point pour l'équipe de Giovanni qui marque, qui fait son entrée dans la course. Son numéro 5. Question pour un champion. Allez. Ah oui, ah oui, ah oui. Il fait trop peur. Oui, oui. Tu Léopold. Bonne réponse. Ah oui. Et pour couper court à cette imitation très malaisante, son numéro 6. Là, c'est Il faut finir. Allez. Félicitations. Est-ce que tu nous ferais l'homélie par hasard? Hein? Fais-nous l'homélie. Ah, je ne pourrais pas te faire ça, Mathieu, malheureusement, mais le début, non, mais c'est quand même un générique assez mythique. C'est la plus vieille émission de la télévision. Son numéro 7 sur cette minute culturelle. À dimanche prochain. Et oui. C'est ça. Oh Léopold, terrasse tout. Désolé. J'ai honte d'être dans une émission média. Et vous êtes en duo. Ok, son numéro 8 dans la romance. Oui, bah, c'est facile. Ah oui. Je réponds pas pour cette fois. Bien sûr. Eh ben, je suis hyper gênée. Je pense Ah, que j'ai les pas amours, regardé la télé. les amours. Deuxième point pour Giovanni. Ah bon, qui a sorti ça? J'ai laissé Marion jouer à ma Il a dit place, amour j'aurais et peut-être pas gloire. dû, hein. Marion, je vais reprendre la main sur ce coup. La prochaine peut-être? La 9, je t'en prie. Au potentiel. Ah, culturel. c'est ce sont les ch'tis à quelque part, mais où, je sais pas, mais À Miami? à Las Vegas, à Mykonos. Ah, Nicolas, oui. Félicitations. Ah oui, c'est la saison 2. 6 à 2. C'est la saison 2. Et le dernier son, s'il vous plaît. Radio Germaine. On avait dit fréquence média. Bonne journée. Ah, Bienvenue dans le 20h. Oui, mais tu sais qu'avant général, il y a le jingle de Radio Germaine. un petit travail de montage. Bon, bah, c'est une victoire pour l'équipe Marion Léopold. Ouais. Qui remporte donc la main de Marie Capucine. C'est le premier trouble de France. Voilà. Et voilà Et donc sa main. comment Le reste, on transforme sa flemme de faire une chronique en un magnifique jeu qui fait plaisir. Bravo Mathieu. Que ça se voit sur son visage. Tu es filmé. Merci Mathieu. Je sais pas quoi dire, mais merci Mathieu. On a plus, ouais. Alors, pour la deuxième pause musicale, avant de passer pour la deuxième pause musicale, donc, tu sais qu'on est en direct, hein. Pour la deuxième pause musicale, je disais, c'est l'équipe qui a été mise à contribution. Et vu le nombre de votes de la part de l'équipe, il n'y en a pas eu beaucoup. Et donc, il y en a deux qui ont choisi. Je tiens à le dire. Nous étions Dieu. 2. Lapsus révélateur, je suis désolé. Non, c'est moi, Dieu. Video Kill Radio Star des Buggles. Alors, pour la petite anecdote, et ça, il y a très peu qui le savent, ça devait être le générique de Fréquence Média au tout départ, sauf qu'on n'a jamais trouvé de remix qui allait, et donc au final, on a choisi Bruxelles de Boulevard Désert. Mais voilà. Les Buggles, Video Kill the Radio Star. Kill the Radio Star des Buggles. Tout de suite, l'invité de Fréquence Média. L'invité de Fréquence Média. L'invité de mystère. Et comme il n'y a pas d'invité, eh ben on va le faire débat nous-mêmes. Bonjour Giovanni. Bonjour. Alors, Il y a vraiment... nous allons revenir sur les différents thèmes évoqués depuis la rentrée. Est-ce qu'il peut y avoir un silence dans le studio parce qu'on entend tout quand même, hein. Je rappelle que les micros sont ouverts. Merci. Ah, l'invité est arrivé, je crois. C'était pas l'invité, c'était la pas l'invité. Qu'on salue, nous sommes en direct. Alors, nous allons évoquer les différents thèmes. Moi j'ai un problème. Excusez-moi de mettre une pause à cette émission, mais là c'est vraiment très grave. Mais c'est pas What grave. the fuck? Ok. Ça me rentre dans l'oreille, j'ai perdu un Non mais Julien, on est en direct. Julien, on est en direct. Je prends mon casque, je prends le tien, tout La va bien. galanterie, Allez, hop. Giovanni.
Allô? Ça marche Allô. pas, du coup. Bon. Alors. Anyway. Je disais. Vous disiez Maxime. Vraiment n'importe quoi. Mais bon. Cette émission. Donc, nous allons évoquer les différents thèmes Ah, depuis l'invité est arrivé. le début de la saison. Venez. Merci. Mais venez dire un coucou à l'émission, s'il vous plaît. Ok. Mais moi, Ah, je suis c'est pas pour moi. une grande gueule, hein. Non, mais venez quand même. Hop, Vous avez la caméra juste regardez, la caméra est juste là. Ok, ben, je vous dis bon courage pour le travail, Merci puisque beaucoup. le journalisme, c'est un travail ingrat. Hein. Vous cherchez à mettre sur la place publique ce que les autres sont en train de cacher, là. Exactement. Faites attention, hein. Merci. On l'a eu, notre invité. C'était la surprise, Maxime. Je sais pas comment je vais reprendre. Voilà. Allez, joie du direct, hein, n'est-ce pas? Alors, je disais, le débat qui devait porter et va porter sur les thèmes que nous évoquions à la rentrée. Quels sont les grands thèmes que nous évoquions à la rentrée? Léopold, Bonjour. concentre-toi. Bonjour, oui. Parce que c'est toi, tu es le seul survivant de ce débat. Hein. Je vous écoute, Maxime. Mathieu, si on va pas y arriver. Hein. Alors, en fait, Dites-moi, pour Maxime. vous raconter les coulisses, ils sont en train de regarder l'émission en direct. En direct différé. Donc elle est en train de se passer et ils sont en train en même temps de la regarder sur Facebook. C'est vraiment n'importe quoi. Donc les différents thèmes évoqués à la rentrée Ouais. et notamment le gros enjeu média de cette rentrée 2017-2018, c'était l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix aux 20h de TF1. Il y a un Ah, de an. France 2 peut-être. De France 2, oui. Il y a un an, je sais plus du tout ce que je dis. Hein. Maxime, démission. Delphine Ernotte débarquait David Pujadas et le remplaçait par l'ancienne animatrice de C'est à vous. Un an après, quel bilan on peut faire de cette arrivée? On va dire au niveau des chiffres, il y a une progression, il me semble, de 300 à 400 000 personnes qui ont été gagnées en un an, ce qui est énorme. Ce qu'on note sur le fond, c'est que éditorialement, ça a beaucoup évolué. Le journal, il s'est vachement ouvert à de l'international, les thématiques sont plus évoluées. Alors, on a gardé les fondamentaux, on a gardé l'œil du 20h, on a gardé ce qui faisait encore un an, mais on a encore ajouté des choses sur le traitement éditorial et sur la forme. Évidemment, l'événement de la rentrée, c'était ce nouveau plateau qui a été inauguré, qui est maintenant très grand, dans lequel ils font plusieurs émissions, Télématin, c'est trop programme, journal de 13h, de 20h et même encore d'autres, ce Stade 2 aussi qui a lieu sur ce plateau. Le Stade 2 du samedi, pas suivi. Exactement, du samedi. Et les petites quotidiennes aussi après le journal, donc oui effectivement le samedi. Et donc on voit que sur la forme effectivement c'est un pari gagnant parce qu'on pouvait croire au début que ça allait être un peu beaucoup trop grand et que les gens n'allaient pas s'y retrouver. Finalement, elle a fidélisé aussi par son style, par son ton. C'est quelqu'un qui incarne très bien son journal, qui est très frais, qui est très joyeux, rayonnant. Donc sur ce pari-là, c'est vraiment sympa. Ce qu'on note en tout cas, c'est que TF1 a fait quand même de très bons scores puisqu'ils sont quand même toujours devant France 2 en termes d'audience, et que la saison prochaine, ils vont réagir à ce plateau qui a été lancé en lançant un nouveau plateau pour leur journal. Donc on attend de voir un peu ce que ça va donner sur les audiences à long terme. On craignait un effet PPDA Ferrari qui n'est pas du Finalement tout non, arrivé, pas du tout, non. Et David Pujadas n'a pas savonné la planche Non. du tout d'Anne-Sophie Lapix. Finalement, c'est un pari gagnant pour été, Delphine Ernotte, mais qui au départ finalement on avait peur qu'elle fasse une grosse bêtise en la lançant, surtout qu'elle avait été sur TF1 aussi, Anne-Sophie Lapix, il y a quelques temps, en 2007-2008, si je me souviens bien. De rentrée 2008. Exactement. Et finalement, non, c'est un pari gagnant et un pari assumé et qui, sur le long terme, sûrement, s'avérera encore plus gagnant. Alors j'ai une question, ça change quoi en fait ce changement de plateau là, ça entraîne quoi? Ça entraîne quoi? Ça entraîne que vous avez peut-être plus de déplacements au niveau des infographies. Il y a souvent ce qu'on appelle un barnum, c'est vous savez, les grands écrans qui sont derrière vous, donc les chroniqueurs qui viennent en plateau qui peuvent... Barco. Les barcos aussi. Barnum, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Un bar... On n'y est pas du tout là. Les barcos, merci Dans Maxime. l'art du cirque, c'est parti. Vous avez les écrans sur lesquels vous pouvez C'est Mathieu passer. Il y a des pour, déplacements de plateau qui sont plus évolués. Donc la scénographie du 20h, finalement, elle est beaucoup plus travaillée. Elle permet aussi peut-être de mettre en avant de manière visuelle des éléments d'information qui sont pas mis en avant sur TF1. Et le 20h est pas près de mourir du coup. Hein. Non, il y a toujours ce éternel débat de est-ce que le 20h va durer, est-ce qu'il va mourir au bout de quelques années. La tendance se confirme, les grands rendez-vous de TF1 et de France 2 sont quand même des carrefours d'audience hyper puissants à 5 à 6 millions de téléspectateurs tous les soirs. C'est les grands rendez-vous d'information, ça fait 11 à 12 millions de Français qui s'informent de cette manière tous les soirs. Quand on pense que la population en France c'est de 65 à 66 millions, ça fait quand même un ratio assez important. C'est toujours le premier JT d'Europe, le JT Tout à fait, de ouais. 20h. Devant celui d'Italie. Est-ce que il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Non? Mathieu? Non. Marion? Non? Bon. Alors, Pas deuxième thème. Autre bataille sur France 2.
les après-midi. En 2016-2017, France 2 avait tout changé avec Frédéric Lopez, Stéphane Bern, Amanda Scott et Thomas Touroud. La sauce n'avait pas du tout prise. Résultat, cette année, on rechange tout. Faustine Bollard, Daphné Burki et Sophie Davant. Quel bilan? Oui. Ben, moi, j'aime beaucoup Sophie Davant. Je trouve conclu. qu'elle a... Elle est fraîche. Elle a apporté justement beaucoup de fraîcheur, Mathieu, et elle a un peu renouvelé l'exercice. Et bientôt, on pourra la voir en prime. N'est-ce pas, Léopold? Oui, tout à fait. Puisque, bah oui, pour reprendre ce que dit Marion, elle a tout à fait raison. Donc, ils ont lancé 3 nouveaux rendez-vous l'après-midi. Vous en avez parlé, Maxime, le rendez-vous de Faustine Bollard, le rendez-vous de Daphné Burki et celui de Sophie Davant. Bah, c'était un gros pari parce que finalement, cet après-midi, il est quand même sinistré depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans avec ce que vous avez rappelé à l'instant. Et on pouvait se demander, est-ce que cette fois-ci, on va trouver des rendez-vous qui vont passer la barre des 8, 9, 10% d'audience, et ça semble se confirmer en tout cas cette fois-ci avec des super scores, sur les cibles aussi des scores vraiment conséquents. Affaire conclue, c'est quand même le grand succès inattendu cette année. Je pense que d'accord avec moi sur ça. Ça a commencé à 5%, ça a augmenté au fur et à mesure des. Et ça a pris très vite. En plus. Et ça a pris très vite. Dès le mois de septembre, on commençait à avoir les courbes d'audience qui commencent vraiment à monter et qui commencent à revenir à un niveau assez acceptable. Et pour les chiffres ont triplé entre le mois d'août et aujourd'hui. On a quasiment 15%, 16% aujourd'hui sur les cibles et en PDA. C'est super rare, Marion. Ouais, c'est super rare. Aussi bien comme tu le rappelles à l'instant que maintenant il y aura une déclinaison en prime qui va être lancée en mai prochain de l'affaire conclue. Donc pari gagnant. À ton avis, pourquoi ça a pris cette année et pas pris l'année dernière? Alors qu'au final, par exemple, le rendez-vous de Frédéric Lopez, celui de Faustine Bollard aujourd'hui et celui de Sophie d'avant, c'est à peu près la même chose. Rappeler les rendez-vous en question. Le rendez-vous de Faustine Bollard, c'est un rendez-vous de témoignage testimonial. Ça commence aujourd'hui. Type toute une histoire, ça commence aujourd'hui. Daphné Burki, c'est une émission un peu sur l'amour. C'est un talk de bande. C'est un talk de bande avec André Manoukian, avec Daniel Moreau, enfin voilà. Et Sophie d'avant, c'est une émission sur, alors pas la brocante, mais sur les enchères. Ouais. Voilà. Je connais d'ailleurs. C'est-à-dire que toi, Julia, toi, t'as retrouvé dans ton grenier une horloge de ta grand-mère. Tu vas venir sur le plateau, tu vas la faire estimer. On va te dire, elle vaut 300 €. Tu vas passer devant des acheteurs et les acheteurs vont te dire, ouais, moi j'en prends 300, 305, 310 et finalement peut-être même faire une plus-value sur ton bien. Et donc pour répondre à votre question, Maxime, moi, je pense que ce qui a fait la différence cette saison, c'est le côté souriant. Je pense qu'on avait oublié l'année dernière avec l'émission de Frédéric Lopez que les après-midi c'était quand même un moment convivial, un moment de partage et aussi un moment un peu positif. Non pas que l'émission soit pas positive parce qu'elle l'était, les thématiques étaient sympathiques, mais le cadre et la forme étaient quand même beaucoup plus austères que ce qu'on a là maintenant. C'était comment du coup? C'était une espèce de grenier, maison, voilà. Ce côté un peu une espèce de maison un peu avec beaucoup d'ombre, un côté un peu champêtre, reculé, alors que là on est sur un plateau ultra lumineux avec beaucoup de lumière, qui fait que je pense que les personnes s'y retrouvent beaucoup plus et une thématique vraiment de bonheur et de joie qui est assumée pleinement. Oui, alors pendant... Est-ce que vous voulez Non, parce que pour tout vous dire, il y a Mathieu et Marion qui sont en train de faire un Google Hangout en direct. On fait un gros big up à Marie. Coucou Marie Dorset. Coucou Marie Dorset, on peut faire un énorme big up. Voilà, énorme big up Marie. Troisième thème, la guerre. Julia, vas-y, Julia, rebondis. Enfin, du coup, je rebondis pas sur Marie, la pauvre. Mais moi, je voulais dire, est-ce que... Alors, je trouve pas ça intéressant. Non, mais c'est difficile de... Oui, c'est compliqué, en effet. Du coup, moi, je voulais dire, est-ce qu'en gros, à la télévision, on peut parler que de choses joyeuses et on peut diffuser que des choses positives ou... Mathieu Léopold. Excuse-moi, Julia. Parce qu'à la télévision, on ne peut poser que des choses joyeuses. Oui, non. C'est ça, parce qu'en fait, si on fait toujours le pari du positif, du léger, enfin, est-ce que du coup, on perd pas une partie des contenus qui pourraient passer à la télé? Je suis d'accord avec toi. Après, effectivement, je pense que les après-midi d'une chaîne comme celle de France 2, qui ont été pendant un temps des jeux, qui ont été pendant un temps du divertissement, c'est difficile d'avoir un public. Le public est parti pendant très longtemps. Il a fallu le récupérer. Ils ont tenté des choses, ça n'a pas marché. Quand tu tiens un programme qui fonctionne et que finalement ça marche, pourquoi aller voir ailleurs et pourquoi changer ce qui marche? Alors, troisième item, la guerre de l'Access, avec d'un côté TF1 qui a lancé l'été dernier sa série Demain nous appartient, face à Nagui, n'oubliez pas les paroles, et face au 19-20 de France 3. De l'autre côté, la guerre... Il y a une étudiante qui est à Sciences Po qui joue dedans. Ah Mais je sais plus son nom du coup. Les demi-infos de Marie-Capucine Boss. Merci Marie-Capucine. Regardez, attends, est-ce qu'on peut faire un autre big up s'il vous plaît? On a Adrien en même temps qui est en train de faire qui est en direct.
Voilà, faites un coucou à Adrien Lac, s'il vous plaît, l'équipe. Coucou Adrien. Hello. Voilà. C'est tout bon. Merci Voilà, beaucoup merci. pour l'émission. Donc, d'un côté, la guerre de l'Access avec d'un côté TF1 qui lance sa série Demain nous appartient face à Nagui, n'oubliez pas les paroles et 19-20. De notre côté, la guerre sur la TNT avec TPMP sur C8, Quotidien sur TMC avec Anne Barthès et C'est à vous sur France 5 avec désormais Anne-Elisabeth Lemoine qui a remplacé Anne-Sophie Lapix. Excellent choix d'ailleurs. Alors, quel bilan d'abord pour la bataille des généralistes, après on viendra sur la TNT. Je pense que sans conteste, le grand gagnant de cet accès, c'est quand même Nagui sur France 2. C'est l'émission qu'on attendait pas vraiment pendant cette saison. C'est une émission qui a commencé en 2007, qui est très ancienne, Qui a fêté ses 10 ans cette Qui a année, fêté qui ses s'est 10 ans. installée petit à petit. Exactement, et qu'il y a même une période où on a cru qu'elle allait disparaître parce qu'elle ne marchait plus du tout. Ils l'ont renouvelé, ils ont changé la formule une reprise, je crois que c'était en 2011, en 2012. On avait avant quelque chose d'assez anxiogène, un peu plus dans l'évolution d'une échelle des gains. Voilà, maintenant c'est plus un duel avec un espèce de Barnum pour le coup, C'est un peu passé chaud. d'un qui veut gagner des millions Exactement. à un tout le monde veut prendre sa place. Voilà, en maintenant gros. c'est avec vraiment beaucoup d'effets, d'amusement, de danse, et même des intermittents du spectacle qui sont payés derrière pour danser sur le plateau. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs. Donc je pense que les personnes s'y retrouvent plus. Au-delà du jeu, on est vraiment dans un divertissement. C'est vraiment ce qui fait la force de Nagui. Pourquoi est-ce qu'il a progressé autant? Parce qu'il a profité d'un contexte qui lui était aussi favorable. Il faut quand même le souligner. Il n'a pas progressé comme ça devant du vide. Il a progressé parce que sur TF1, la série qu'ils ont lancée donc en juillet dernier, Demain nous appartient, fonctionnait bien au début. Puis ensuite il y a eu un déclin d'audience. On s'est remonté un petit peu et c'est redescendu. Récemment, vous avez vu comme moi Maxime qui sont revenus quelques jours en tant que leader des audiences sur les 4 ans et plus, ce qui est très bien, mais que ça n'a pas tenu parce que finalement c'était peut-être un effet, juste un petit effet comme ça, d'essoufflement de la part des autres chaînes. Donc Demain nous appartient. Moi je lis tout ce qui se dit sur cette question-là. Je trouve. Il va y avoir une saison 2 ou pas? Alors ça n'a pas encore été confirmé. On n'a pas encore pour l'instant ça continue. Ça continue. Il n'y a pas eu d'annonce d'arrêt ou quoi que ce soit. Ils ont fait des épisodes jusqu'au mois de juillet. Là. Oui. Ils ont fait pour aller au moins jusqu'à l'été. Ça a l'été. été commandé jusqu'à l'été, exactement. On ne sait pas encore pour la suite où est-ce que ça va aller. Ce qui est sûr, c'est que sur les TF1 est très content des résultats sur les replays. C'est quelque chose qui les intéresse beaucoup, bien que sur les 4 ans et plus, on est sur du 15-16%, ce qui est pas exceptionnel pour une chaîne comme TF1. Et sur la FRDA, on est à combien? Et sur les femmes responsables des achats, fut un temps, on était au-dessus des 20%, c'est descendu un peu après. C'est quoi Femmes responsables. Alors oui, il faut expliquer. Les anciennes ménagères de moins de 50 ans qui ont été renommées parce que Julia, c'est la cible commerciale reine, c'est celle responsable des achats. Voilà. Et peut-être qu'on peut expliquer un peu plus quand on parle des émissions et tout, parce que tout le monde Bien ne sûr. regarde pas. Alors cette cible des femmes, elle est très importante pour les annonceurs. Les annonceurs, c'est les personnes qui vendent de la pub aux chaînes de télévision. Et cette cible-là, elle est importante parce qu'on considère que la femme responsable des achats de moins de 50 ans, c'est celle qui, entre guillemets, maîtrise un peu le budget de la maison et qui est susceptible d'aller faire des courses. C'est une vision qui est assez archaïque, voilà. Mais c'est la cible qui est une des plus importantes dans le domaine de la télévision. Donc quand on regarde les audiences aujourd'hui, on regarde la part de marché globale, qui est celle des personnes qui ont 4 ans et plus, et on regarde les cibles commerciales. Parmi les cibles commerciales, il y a celle des femmes, qui est très importante. Oui. Sur la TNT, c'est à vous. Extrêmement fort cette année, qui bat des records d'audience dans une année pas présidentielle. 1 300 000, 400 000, jusqu'à 1 400 000. Il y a certaines années où, il y a quelques années, Mathieu Noël se moquait en route vers le million. Cette année, le million, il a quasiment été À chaque dépassé fois. tous les jours. Tout à fait. C'est une vraie réussite, Anne-Elisabeth Lemoine, à cette année. Surtout, c'était l'héritière naturelle, entre guillemets, de Anne-Sophie Lapix. C'était celle qui devait avoir cette place. Elle l'a eu, et heureusement, quand on voit les résultats aujourd'hui. Il y a eu une bagarre pour, c'est à vous. Hein. Oui, il y avait beaucoup de noms qui avaient circulé à l'époque. Il y avait celui de Stéphane Bern, je me souviens. Il y avait celui d'Ali Badou pendant un temps aussi qui avait circulé. Qui fait le samedi maintenant. Qui a repris quand même la case et du qui est le joker d'Anne-Elisabeth Lemoine. Et qui est son joker en cas d'absence, exactement. Je pense que c'est une émission qui a trouvé vraiment son public après la présidentielle de l'année dernière. Ça avait vraiment commencé avec des scores très forts, même il y a encore très longtemps. Mais cette année en particulier, c'est vrai que les scores sont très forts. Pourquoi ? Je pense que c'est une émission où on apprend des choses, où en même temps on est dans un milieu convivial avec une bande récurrente, autour d'une table, autour d'un repas, totalement du dîner qui est toujours là aussi. Donc toujours quelque chose de très fidélisant et qui fait qu'on a envie de revenir le lendemain avec des invités de qualité.
Alors, je commence à avoir faim. Est-ce qu'on peut venir nous livrer à manger, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Et vous parliez aussi de Touche pas mon poste et de Quotidien. C'est vrai que c'est un peu. Ils se sont tirés à la bourre toute la saison. Bah oui, c'est l'éternelle histoire, c'est l'éternelle rivalité entre Yann Barthès et Cyril Hanouna. D'autant plus depuis que Yann Barthès a quitté le groupe Canal. Tout à fait. Voilà, on rappelle qu'il avait quitté le petit journal la saison dernière pour rejoindre. Et on rappelle que le dirigeant de TMC, groupe TF1, est Ara Aprikian, ancien directeur de C8. Exactement. Donc transfert qui a fait du bruit à l'époque. Voilà. Mais donc en tout cas au niveau des audiences, il y a eu plusieurs périodes pendant cette saison quand même, on peut le noter. Il y a eu des périodes où C8 était devant TMC, d'autres où TMC était devant C8. Au final, moi, ce que je retiens, modestement à mon humble avis, c'est que je pense que ces deux émissions sont au final complémentaires, qu'elles ont deux publics différents et que l'une ne marche pas sur les plates-bandes de l'autre. Alors on voit des fois que oui, il y a des guerres au niveau des chiffres et des audiences, mais quand on regarde dans le détail, les cibles c'est pas du tout les mêmes. Vous avez chez Yann Barthès ce qu'on appelle les CSP+, donc les cibles les cadres supérieurs, les personnes avec un revenu assez élevé qui vont vraiment sur cette chaîne-là pour avoir de l'information, pour avoir du débat, du décryptage. Et de l'autre côté, vous avez plutôt sur C8 une cible beaucoup plus jeune, donc ce qu'on appelle les 4-14 ans, la cible vraiment des annonceurs pour des produits plus jeunes, pour des personnes qui viennent pour du divertissement, quelque chose de plus léger. Donc finalement, oui, il y a une guerre au niveau des audiences et des chiffres sur les parts de marché globales des 4 ans et plus, mais dans le détail, c'est quand même très différent. Est-ce que les polémiques de Cyril Hanouna l'année dernière ont changé quelque chose dans cette saison de TPMP? Qu'est-ce que vous en pensez, Marion? Moi, j'avoue... toute franchise que je regarde pas du tout. Vous avez suivi un peu les polémiques l'année dernière. La poule à casta quand même. Non? Oui, c'est vrai. Oui, la poule à casta. On fait quand même venir Christophe Castaner, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup. Est-ce que c'est une nouvelle émission politique pour sortir quand même un maillot de l'OM? Oui. Bah oui. C'est des poils. C'est des poils. Mais il y a un truc que je me demandais, c'est en écoutant l'émission de Sonia De Villers qui a invité Cyril Hanouna la semaine dernière. En fait, je me demandais s'il essayait pas de faire amende honorable en s'intéressant beaucoup à la cause du handicap, après avoir un peu passé sous le tapis celle de l'homosexualité, de l'homophobie. Alors moi, je n'engage que moi encore une fois, mais je ne pense pas du tout. Je pense qu'il a toujours été engagé sur ces questions-là. Il y a vraiment, tu peux reprendre depuis des années les annonces qu'il a pu faire dans les médias. Il y a toujours un engagement très fort au niveau des personnes handicapées. C'est pas quelque chose de nouveau, donc c'est quelque chose qui lui tenait à cœur et qu'il a vraiment mis à l'antenne depuis ce début de saison avec une émission de vendredi maintenant qui est dédiée aussi aux personnes qui ne peuvent pas, qui sont pas forcément visibles dans les médias partout ailleurs. Donc effectivement, ça a commencé visiblement dans son émission cette année, mais c'est un engagement qui remonte à il y a beaucoup plus longtemps. Donc voir la chose comme ça, je pense pas que ça soit forcément très juste. Alors, dernier thème. L'un des gros transferts de la rentrée, c'était l'arrivée de Patrick Cohen, qui partait de France Inter pour rejoindre Europe 1. On l'a dit en début d'émission, les scores d'Europe 1 sont pas très très bons. Alors quel bilan du coup pour l'arrivée? Oui, exactement. Quel bilan pour l'arrivée de Patrick Cohen? Je rappelle que l'émission est filmée. Marion, je pense que Marion n'arrive pas à verbaliser, mais elle avait des choses à dire. Elle aussi, elle fait attention avant de Marion, allez. Je pense que c'était clairement pas un bon choix quand on connaît à peu près la ligne éditoriale d'Europe 1 de mettre Patrick Cohen. En gros, tous les moyens étaient bons pour redresser l'audience, mais en fait, c'était pire que tout, quoi. Et maintenant, se faire talonner par des rédactions, radios musicales, c'est vraiment le pire qui pouvait arriver pour Europe 1. Donc je me dis, qu'est-ce que ça va être la suite? Je sais pas si vous avez une idée de qui pourrait prendre la relève, mais en tout cas... Alors les noms qui circulent, c'est Jean-Baptiste Boursier, mais qui est engagé à Next Radio TV et qui risque de rester dans le groupe RMC, notamment pour RMC Découverte, et RMC Story qui sera le nouveau numéro 23. Et puis, il a annoncé son départ de BFM TV, mais pas du groupe Next Radio TV. On l'avait dit la semaine dernière, il est toujours en négociation avec le groupe Next Radio TV pour rester à l'antenne du groupe BFM en tout cas. Et on envoie des petits messages en même temps. Non, c'est pas prévu dans le programme. Non, mais il y a aussi son incapacité à déléguer aussi. C'est le fait que, par exemple, le journal Jean-Philippe Ballas a été dégagé. Il y a aussi un peu une incohérence, je trouve, à 9h.
quand il est censé passer la main et que il lance Fréquence Média. Première nouvelle, voilà. Incroyable, l'émission qui perce dans le silence. Désolé Philippe, si tu nous regardes. Julien et Philippe, désolé. On t'aime Philippe. Non, quand il lance Village Média, du coup on entend Philippe Vandel, on se dit ah bah ça y est, c'est parti. Et en fait non, il revient et il fait tout son journal culturel tout seul et qui est des fois un peu obscur quoi. Enfin. Même Augustin Trapenard, des fois, il interviewe des gens plus mainstream que Patrick Cohen à l'ouvert, quoi. Est-ce que c'était vraiment la cible d'Europe 1 Voilà, c'est la grande question. Visiblement, les gens de France Inter n'ont pas suivi, en fait, c'est ça. Le suivez-moi sur Europe 1, ça a pas forcément fonctionné. Là, pour reprendre Europe 1, l'un des noms qui circule, c'est Laurent Guimier, qui est un ancien d'Europe 1, hein, qui est maintenant numéro 2 de Radio France. Pas pour présenter. Mais qui est un ancien d'Europe 1, non, pas pour présenter. Pour reprendre la matinale, donc je le disais, les noms, c'est Jean-Baptiste Boursier, c'est Maxime Switek, on parle de Nikos Aliagas aussi. Même si ça paraît compliqué. Pour Europe. Voilà. Bah, le souci, c'est qu'il a quand même cet énorme background du divertissement derrière lui, The Voice. C'est un journaliste, hein. C'est pas une contrainte, Mathieu. Il traîne ça derrière lui pour une ligne éditoriale comme celle de la matinale d'Europe 1, c'est assez compliqué. Oh, je sais pas, regardez Samuel Etienne sur France Info le matin, il a dit une question pour un champion, il est quand même présentateur de la matinale. Disons que question pour un champion semble quand même plus, c'est du divertissement, c'est du jeu. Oui, mais plus sérieux que présenter Energy Music Awards, que présenter, c'est très bien, Energy Music. Je vous rappelle qu'à la base, il est quand même présentateur d'informations en Grèce. Il était présentateur sur Euronews, en chaîne d'info continue. Donc, évidemment, mais on va dire que c'est pas pour ça qu'il est connu du public français. Il était sur LCI. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il est connu du public français? Est-ce que la première chose qui vient à l'esprit des Français, est-ce que ça ferait pas un contre-emploi mais est-ce que la première chose qui vient à l'esprit des Français quand ils pensent Nikos Aliagas, c'est pas information? Vous êtes donc, Mathieu, pour un causemment des personnes dans des cases? Non, absolument pas. Si je puis me permettre, c'est exactement la même chose avec Cadmerade, qui est passé d'un acteur de comédie à des rôles très sérieux comme Baron Noir ou d'autres rôles. Exactement, Julien. Lui, il a toujours aimé donner de la profondeur à ses rôles. Mais on va pas rentrer dans un débat sur un Cadmerade. Dans le débat, tu te calmes. Je rappelle que le bêtisier est déjà monté, merci. Alors, on fait déjà pour l'année prochaine quand tu reviendras. Ah, c'est gentil. En tout cas, juste ce qu'on peut dire, mon cher Maxime, c'est que ça pose toujours la question de l'incarnation. Qu'est-ce qui est le plus fort? Est-ce que c'est la personne qui présente ou est-ce que c'est le programme? Bon bah là, on voit bien que dans ce cas-là, c'est pas la personne, c'était la matinale qui était forte. Et la matinale est restée forte après son départ. Elle a même augmenté sur un an. Donc, finalement, est-ce qu'on vient voir une personne ou est-ce qu'on vient voir un programme? Je pense que la question, elle est toujours d'actualité. Et moi, je le répète, mais je trouve la grille de report pas signée que ça cette année quand même. Mais voilà. Le Mercato 2018. Comment ça a commencé? On a parlé dans le Flash Média. Est-ce qu'on peut s'attendre à un très gros mercato? Je pense pas. Mais avis des experts, médias de l'équipe. Où sont-ils? Je crois que c'est toi. Hein. Est-ce qu'on peut s'attendre à un gros mercato? On en a eu un très très gros l'année dernière quand même. Oui, c'est vrai que l'année dernière était très mouvementée. Il y a eu même des changements de chaîne, il y a eu des nouveaux programmes qui ont été lancés. Là, à quelques mois de la rentrée, je pense qu'on va être plutôt dans une grille de continuité. Je pense qu'on va être plutôt dans quelque chose qui va, si on regarde les access, ça va se renouveler sur toutes les chaînes. Il n'y aura pas de nouveautés majeures. Sur les nouveautés en prime, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose non plus. On peut attendre éventuellement des transferts et encore non, j'allais dire sur les chaînes d'information, mais oui, on parlait de Jean-Baptiste Boursier, il y aura forcément quelqu'un qui va lui succéder sur sa tranche. Patrick Cohen, c'est la grande question qu'on va se poser. Mais s'il va quelque part, parce qu'est-ce qu'il va vraiment refaire de la télévision? Est-ce qu'il va pas juste faire de la radio? Ah oui, pardon, la radio. Est-ce qu'il va pas rester sur C'est à vous seulement et bah c'est une possibilité effectivement. Il a un poste. Est-ce qu'il viendrait pas faire du management un peu dans les radios maintenant? Oh non. Ou dans les télés. Pourquoi vous dites ça, Mathieu? Mais je sais pas, je me dis qu'à partir d'un moment où il a présenté, il a quand même fréquenté un milieu médiatique pendant plusieurs années. Il a quand même de capacités, non peut-être pas à devenir rédacteur, mais à venir manager des équipes. Non, comme ça. La régie n'est pas d'accord. De solitaire en fait. Enfin, je pense pas il revendique des capacités de leadership. Moi, je pense plutôt qu'il va en profiter pour en fait avoir un rythme de vie un peu plus sain. Et il va peut-être se dire que c'est le moment en fait de se reposer, tout simplement. Tu sais qu'on voit, Maxime, ton message sur la caméra? Oui, tu le sais. Oui, mais c'est grave. Générique 20h. Oh sur le papier, c'est écrit, on parle pas de Bolloré et de l'indépendance des médias. C'est une question de Giovanni, tout à fait légitime. Il est passé, il y a oui, mais c'est la saison Marie Capucine, un mot? Les deux ensemble. Silence.
J'aurais pu reconnaître bien. Il est 20h, bienvenue dans Fréquence Média. Ah bah génial. C'était juste pour faire ça. Peut-être juste pour conclure avec votre Ouais. question, Maxime, juste sur peut-être C'est parti, oui. peut-être un transfert qui va être important et qui va marquer les esprits, c'est celui peut-être de Camille Combal sur Oui. C8. C'est peut-être celui que je retiens là à l'heure actuelle maintenant. Camille Combal, il est chroniqueur, on ne touche pas à mon poste en ce moment. Il a annoncé qu'il allait arrêter l'émission il y a quelques jours. On ne sait pas à l'heure actuelle dans quelle émission est-ce qu'il va rebondir. Est-ce qu'il va, comme les plus folles rumeurs l'annoncent, aller sur TMC dans le quotidien? Bon, je pense que ça sera pas le cas quand même. Ça me paraît un peu gros. Ouais, ça me paraît gros. Sur aussi, Radio VL peut-être. Peut-être sur Radio VL, qui sait. Peut-être sur Effectivement. Radio Mais Germaine. l'autopromo. Peut-être sur Radio Germaine, même qui sait. C'est quoi Radio Germaine? C'est G point. G point. C'est pas G point. Point G. À ne pas confondre. Pas confondre avec point G. C'était notre campagne de pub l'année dernière, hein, donc. Mais en tout cas voilà, donc à suivre parce que ça pourrait quand même être un transfert qui fait du bruit. Il a une grosse audience derrière lui de jeunes. On rappelle que sa matinale sur Virgin Radio, elle est très très suivie. Donc à suivre. Reste à voir aussi qui va Et il remplacer quitte aussi sa Hugo Clément matinale. sur Quotidien. sur qui est Virgin parti Radio. Il quitte à aussi l'hiver. la matinale de Tout à fait. Virgin Radio, Camille Combal. Reste à voir aussi qui va remplacer Hugo Clément pour la saison prochaine sur Quotidien. Est-ce qu'il sera remplacé? Est-ce qu'il y aura un nouveau? Il a déjà été Il a remplacé. déjà hein. été remplacé. Oui, mais par qui? Enfin, pour l'instant, Par je un le journaliste vois pas. de complément d'enquête, comment s'appelle-t-il? Un nom composé, Baptiste, On va dire qu'il est j'ai beaucoup plus- moins sous les feux des projecteurs que l'était Hugo Clément. qui pourrait peut-être revenir sur Canal+, comme ça avait été annoncé, mais Oui. c'est pas encore sûr à 20h30. Et on est en retard, déjà. Voilà. Comme d'hab. Sans invité, on est en retard quand même. C'est quand même magnifique. Alors, c'est la dernière de la saison. On l'a dit. Alors, on a décidé de compiler toutes nos bêtises à l'antenne. Vous en avez vu beaucoup aujourd'hui. Je pense que l'émission d'aujourd'hui est un bêtisier en elle-même. Et d'abord, Maxime Marion a un mot pour vous, pour votre dernière. Merci. Un discours. Un mot pour le dire. Maxime Martinez. Merci. Bravo Maxime. Bravo. Le bêtisier, attends, pas c'est pas avec fini, le c'est pas micro fini, dans c'est le pas fini. Le bêtisier de Radio Germaine, 8 minutes de bêtises. 8 minutes. 8 minutes pendant lesquelles il va falloir se tenir bien devant la caméra. émissions. Il va Alors, falloir qu'on aille travailler quand même. les émissions, il y a Fréquence tu dois Média, travailler, bien toi. entendu, il y a Zone, Enfin, bonjour à Julien et qui est à la régie. Julia qui a la technique, Est-ce qu'on peut retourner la Tu as webcam encore 5 minutes? oublié le monde de Germaine. Tu as encore oublié le monde de Germaine. parce que je n'ai pas retrouvé le bêtisier. Mytho. C'est juste que l'émission marche pas et voilà. C'est une émission qui marche le mieux. Mais en fait, je dis n'importe quoi parce que là, c'est la pause musicale. Oh Et alors à quoi est-ce qu'on a le droit, Maxime? Au sud de Nino Ferrer. C'était Nino Ferrer, le sud, sur Radio Germaine. Tout de suite, le dernier retour sur fréquence. Et on va commencer par la chronique de Julia. Cette semaine, tu vas nous parler du traitement médiatique de l'évacuation de Tolbiac. L'université Paris 1, campus Tolbiac, était occupé depuis presque un mois par des étudiants. Ils manifestaient contre la réforme de l'entrée à l'université et contre la loi Asile-Immigration. Mais vendredi 20 avril, des CRS ont évacué les lieux. Et depuis, tout un tas de rumeurs et d'affirmations contradictoires sont sur la place publique. Beaucoup concernent les journalistes. Je voulais donc revenir sur le rôle qu'on leur prête dans cette histoire. Vendredi, dans un communiqué, la préfecture de police a affirmé avoir opéré dans le calme et sans aucun incident. Je cite. Pourtant, des vidéos montrent des occupants violemment pris à partie par des policiers. Les gens ne savent plus croire après ça, enfin, qui croire, la préfecture de police ou les vidéos qu'on peut trouver sur Twitter. Pour autant, est-ce que cette confusion justifie les titres des sites anarchistes, par exemple, mensonges du gouvernement et des médias, qu'on peut voir sur Révolution Permanente? Je pense qu'il faut pas oublier qu'en fait ces vidéos montrant les violences ont été filmées par en partie des journalistes, par exemple des journalistes de 20 minutes. Donc c'est pas comme si ah merde, j'ai pas écrit cette phrase, pardon. C'est pas comme si le néant journalistique avait vraiment été véritable. Donc ce qui a vraiment mis le feu aux poudres, enfin aux théories conspirationnistes, en fait, c'est la rumeur qu'un occupant de Tolbiac serait tombé d'un toit à cause des CRS et qu'il aurait ensuite été entre la vie et la mort. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Du côté des occupants, 2 témoins oculaires disent avoir vu un jeune homme saigner par les oreilles et s'effondrer. Un 3e aurait vu un corps inerte sur le sol. Sauf que dans la foulée, la préfecture de police de Paris et l'assistance publique hôpitaux de Paris ont démenti toute hospitalisation de blessés graves dans les services de réanimation de Paris. Impossible de trouver de blessés. Donc en fait, depuis, les témoins sont revenus sur ce qu'ils avaient dit, alors même que plusieurs médias, dont Le Média, avaient rapporté leurs faits.
Une certaine Leila a par exemple expliqué qu'elle avait rapporté les propos que d'autres gens avaient tenus, mais qu'elle n'avait rien vu et qu'en fait elle avait menti. Alors pour les occupants, c'est clair. En fait, si pendant une semaine on a eu un flou total sur cette affaire, c'est que les médias cachaient quelque chose. En fait, les médias avaient trouvé le blessé dans un hôpital et se taisaient par complicité avec le gouvernement. Alors qu'en fait, comme je vais vous le révéler, la vraie raison est tout autre. En fait, pendant une semaine, les journalistes ont pris le temps de mener l'enquête. Leur silence, il était dû à leur travail et pas à une complicité supposée avec l'État. Par exemple, Libération l'explique dans son article, ils sont allés interroger les voisins qui auraient pu voir par la fenêtre un corps tombé, ils sont allés chercher des témoins parmi les occupants, ils ont pisté le blessé dans les hôpitaux parisiens, ce qu'avait déjà fait en fait le syndicat solidaire APHP. Leur enquête a prouvé qu'il ne s'était en réalité rien passé. Et même un média qui est marqué à gauche et auquel les occupants font confiance, Reporter, a également expliqué qu'en fait les témoins s'étaient rétractés et qu'ils étaient obligés d'amender leurs articles au fur et à mesure. Donc c'était la seule bonne façon de résoudre ce mystère qui a plané pendant près d'une semaine. Et en fait, cet exemple sert à rappeler que la presse n'est pas là pour trancher qui a raison ou tort de manière arbitraire. On peut pas vraiment maintenir des propos qui sont tenus sans avoir été recoupés pendant plusieurs jours. Ça provoque juste des rumeurs. Donc s'il vous plaît, n'allez pas croire que les médias et le gouvernement se sont alliés au nom des reptiliens pour vous cacher la vérité. Merci Julia. Marion, pour cette dernière de la saison, tu voulais nous parler d'un nouveau média et d'intelligence artificielle. Et oui, Maxime, intelligence artificielle, IA, pardon, bon, intelligence artificielle, ça commence bien. Mais Léopold, tu me dirais quoi? Encore? Intelligence artificielle? Quoi? Encore? On n'en peut plus! Oui, Léopold. Et Mathieu. Rien de révolutionnaire en soi. Mais l'objectif du site Nowhere est tout autre. L'intelligence artificielle pour la neutralité et l'impartialité dans les médias. L'intelligence artificielle pour orienter et corriger les journalistes. D'abord orienter des milliers de sources d'informations différentes, scroller continuellement afin de déterminer ce qui fait cliquer et ce qui doit donc être traité. C'est la question que pose Nowhere, ce qui constitue au final leur page d'accueil. Les informations doivent avoir été reprises par 5 médias différents pour être pour être considérés comme crédibles. Mais attention, quel que soit le média, quels que soient même les 5 médias sur lesquels ils se basent, qu'ils soient un quotidien de référence comme le New York Times ou un site qui relaie des fake news, c'est le même combat. Rien de positif donc? Tout dépend, Maxime, du point de vue. Outre les robots qui produisent quasi à la minute des articles qui ont été appuyés sur des faits, des articles qui s'appuient sur des articles qui sont préexistants. Rien de nouveau. Par exemple, je cite un article que j'ai trouvé sur la page d'accueil. Google va remplacer l'emoji arme à feu. Je fais un pistolet. On ne me voit pas la caméra, mais je fais un pistolet. L'emoji arme à feu par l'emoji pistolet à eau, qui est à peu près le même signe du coup. Mais on fait difficilement plus neutre et plus problématique. Tu peux nous mimer un pistolet à eau, plus problématique comme titre. L'algorithme fait lui parfois des erreurs et ouf, heureusement, je vous rassure. 2 éditeurs quand même, des vrais, des humains qu'on peut toucher, qu'on peut embêter, qui relisent et qui corrigent, qui améliorent de fait l'algorithme. Je vous parlais de point de vue. En tout cas, le point de vue est sur Nowhere, surtout politique. Dans la rubrique politique, vous trouverez 3 perspectives, gauche, droite et au milieu, impartial. La comparaison entre les 3 points de vue sur le même sujet est parfois intéressante, marrante, voire même caricaturale. Mais est-ce qu'on en a vraiment envie? Caricature ou biais humain assuré? Faites votre choix. Merci beaucoup, Marion. Et le voilà, le temps attendu. Bêtisier de Radio Germaine. Toute connerie qui sera dite à partir de ce moment sera enregistrée. Bien sous tous les aspects, tu vois, c'est pas glauque. C'est pas pour les déviants. Non. C'est pas pour les gens dégoûtants. Bah justement, tu vas voir. Bon, bah, Coucou. Tu veux voir vous êtes sur Radio Germaine et vous écoutez Zone. Radio Germaine présente nouvelle émission. Quand ce soir Présentée par là, faut que ça finisse. Bonjour. Jean-Bastien. Bonjour. Emma. qui n'a pas de micro, donc c'est un peu compliqué. Dis bonjour quand même, je pense qu'on t'entendra. On parlera de je ne sais pas quoi.
Personne m'a envoyé sa chronique, mais c'est pas grave. Monsieur Livendel, vous avez écrit le journal du Hard. Est-ce que vous vous considérez comme un chaud lapin? Là, je vais appuyer sur le bouton de la musique. Je vais commencer là. Là, ça a commencé. Hein. Ah merde. Bon. Il y a des cookies qui sont dans le placard ici. Et c'est un génie. Pour toutes les personnes qui écouteront le bêtisier, vous pourrez venir cambrioler le garde-manger. Faut déjà trouver la salle. Déjà. Clairement, la première fois que je viens ici, c'était... Bon, on va recommencer avec Attends, j'enlève. J'ai cliqué trop tôt, voilà. Est-ce que ce sandwich jambon fromage est bon? Alors c'est rosette avec du comté. C'est un truc qui vous fait devenir quelqu'un d'autre. C'est excellent. Charles? Bonjour Maxime. Oui, excuse-moi, non, j'avais juste un doute si mon micro était ouvert ou pas. Il l'est. Donc, pour le plaisir. J'ai jamais vu une émission de radio enregistrée comme ça. Mais alors c'est vraiment le truc le plus scandaleux quoi. Le mec qui se met derrière, puis d'un coup il arrive, il y a la présidente qui débarque. Alors on a une conférence prévue le 7, et puis le responsable de l'événement qui dit quoi? C'est quoi cette merde? Et c'est comme ça depuis 1 heure à peu près. Mais comment? Non mais le mec il va mettre 3 jours à monter. Je vous annoncerai d'autres breaking news pour nos amis lesbiennes, bi, hommes et femmes transgenres. Merci beaucoup JB, tu retournes Bidwatch? Putain merde. Ce que je dis, je vous laisse une watch. Okay. Non mais c'est bon, peux le dire, je l'ai fait, hein, donc okay, c'est bon. Parfait. Merci JB, tu retournes Bidwatch? Bah, faut répondre quand même. Allez, on la refait. Merci JB, tu retournes Bidwatch? Non. On va pas y arriver. Oui, tu dois juste dire oui. Ok, vas-y. Merci JB, tu retournes Bidwatch? Oui. Et tout de suite, c'est Marion pour sa chronique Nouvelles Innovations avec aujourd'hui au programme Marion, ta cible, ce sont les jeunes, ouais. Ok. On va la refaire. Je croyais qu'il y avait un petit jingle, mais bon, on va la refaire. on fait boycott, ok. Mais non, on est en train de discuter. Là, c'est important. Bah, là, refais là. ça. Bah, ramène-moi une pinte, là. Refais ta question. Une là. pinte pour Monsieur Bonheur. Une. Comme un chanteur malheureux que les gens n'aiment plus. Ce sera Germaine Star cette année. L'année dernière, on avait choisi deux voices Germaine. C'était marrant, mais là, cette fois-ci, ce sera Germaine Star normalement. Qu'est-ce qu'il y a à la fin du Star? À la fin du Star, il y a un R, connard. Le top, franchement. Moi, J'ai adoré le nouveau Labrador d'Emmanuel Macron. Ah, c'est pas un média? Ouh, la merde. Ah bah si, c'est média. Il s'appelle Bruno Roger Petit, c'est tout. C'est toi, tu peux parler dessus, non? Ouais, là, je peux parler. Ok, ça commence maintenant. Donc, ce soir. C'était le haut programme. Tout de suite, nous allons parler série. C'est la grande nouveauté de la saison dans Radio Germaine, sur Radio Germaine, parce que dans Radio Germaine, ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien. Voilà. Merci. Merde. J'allais me tromper de prénom. Merci Diane. Et puis, on va faire son jingle parce que je le trouve pas. Hein. Et la première question est posée par Claire. Non. Par Diane. On va recommencer. Et la première question est posée par Diane. Heureusement que c'est enregistré. Et les top flops, Rebecca Manzoni, votre top ou flop? Alors attends. Top ou flop, je vais choisir top. C'est pas la deuil. Vous avez la radio. Maxime. un peu fort. Ça... Tout ça pour me dire ça. Mais c'est pour ça que je t'ai fait le casque. Ah là là. Bon, on reprend. Mais attends, le micro, il doit entendre mon son. Vas-y. 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est un peu fort. Baisse un peu. Il était une fois, dans le petit monde de Sciences Po, un nain qui s'appelait Germaine. Bah non, on lève pas la main, c'est à la guerre comme à la guerre, on y va. Ici, on est, voilà. S'il faut se battre, on se battra. Donnez votre prénom juste avant. Voilà. Pourquoi donner le prénom? Comme ça, l'auditeur sait qui a gagné ou pas. C'est pas bête. Moi, c'est MC. Voilà, MC, Quentin, Mathis. Non, mais il faut qu'ils disent leur Oui, prénom bah, vous le eux-mêmes. direz, voilà. Mais pour situer un petit peu. Tu comprends rien. Mais avant chaque réponse, on donne le prénom du coup. Non, Ah, mais genre- sinon, je le fais. avant chaque Je le réponse, ferai genre, moi-même. Je le ferai Ça va être moi-même. galère du coup. Genre MC Libby. Non,
Non. Bonne réponse. On va faire un truc simple. Vous dites la réponse et moi je dirais qu'il a dit. On est prêt pour le bêtisier. Est-ce qu'on a encore le générique? On est prêt pour le bêtisier. On peut remettre le générique pour se mettre dans l'ambiance. Silence radio. À savoir les mots à la bouche et la 27e avenue. C'est bien prononcé. Alors, Maxime. Scène parisienne. Pardon. C'est des bonnes perspectives tout ça. Tout ça me donne l'eau à la bouche. Merci, Lila. Tout le studio était en train de danser. Là. Oh yeah. Alors là, l'ambiance chaud comme la braise. On a fait tourner la cravate. Ah bah ça c'est la Saint-Valentin, c'est les faits. Clochette. Commence. Aïe. Pêche pas cher. Pêche pas cher. Ouais, écoute, pêche pas cher. C'est Dr Love. Ouais, je suis Dr Love. Oh mon Dieu. Pêche pas cher. Ça va être horrible ce soir. J'adore. Par contre, le micro, que je Prends suis celui-là. sûr des mots. D'ailleurs, je suis désolée, du coup, mon ordi prend la place. Je suis déchaîné en vrai. Petit funnel va pécho. Ça, c'est les hormones, hein, ça. Ah bah, c'est les bullies. Ce sont les phéromones, c'est la Saint-Valentin. Un seul hashtag Fmedia. Je vois quelqu'un utilise ce hashtag. Vas-y. Vas-y, chante. Merci. Voilà, je sais plus où j'en suis, merci. C'était Reggie Cho. Oui, c'était. Reggie Snow. Voilà, alors c'est moi qui ai écrit des bêtises sur ma C'est le fiche. cœur de Matt Snow. Non, je rigole. Est-ce que je peux juste dire que j'ai assisté quand j'étais aux assises du journalisme de Tours à une conférence sur les podcasts. Donc si vous voulez un peu suivre, et puis il y a aussi des suggestions de podcasts et ça continue en fait ta réflexion, vous pouvez aller sur mon Twitter, Julia Benarous. Voilà, l'autopromo de Julien, merci beaucoup. Cette pute à follower. Ah ouais, non mais. Là, on peut faire du Mathieu Noël parce qu'il y a tout qui enregistre hein, quand même. Hein. Ah, c'est bien pour le bêtisier, je vous adore. Je vous adore, franchement. Fréquence Média. Voilà, c'était le bêtisier de la saison de Germaine. 8 minutes de bêtises, comme quand on a dit beaucoup cette saison, et encore, on n'a pas pu tout mettre. C'est l'heure donc des derniers top flops. Et on va commencer par Julia. Ah. Qui n'est pas prête. Non. Non, alors Léopold. Ah bah moi vous en avez parlé tout à l'heure Maxime, c'est vous avez parlé de la carte au trésor, qui est une émission qui est revenue sur France 3. Moi c'est l'émission qui a en partie bercé mon enfance, ce jeu d'aventure avec les hélicoptères formidable. Donc revoir cette émission là, c'était quand? C'était mercredi ou mardi dernier. C'était genre j'étais super nostalgique, super heureux, super content avec cette musique. On parlait des génériques tout à l'heure, emblématiques aussi de la télé en France. Donc un gros top pour ce retour. Alors je crois qu'il y a un deuxième numéro qui sera donc à l'antenne cette semaine et qu'il y en a 2 autres qui ont été commandés qui sont diffusés courant du semestre. Alors, vu que c'est la dernière, je vais aussi faire un top flop. Et quel est votre top flop, Maxime? Ce soir à 22h30 sur France 3, un habitué de la maison, hein, il s'appelle Jamel Mazi et Émilie Trallen-Guyenne propose une soirée spéciale mai 68. Objectif, faire revivre en direct les événements comme si vous y étiez, mais d'une manière un peu différente, à la manière d'une chaîne info, à la manière de France Info TV, comme si France Info TV avait existé en mai 68, avec envoyés spéciaux, invités en plateau pour décrypter les événements. La journée du 10 mai 68, c'est à retrouver ce soir à 22h30. Sur France Info. Vous êtes prêts avec vos fiches, hein? Oui, je suis prêt en effet, oui c'est vrai. Julia. Alors moi c'est un top. C'est un tweet de Thomas Pernet qui est donc présentateur des matinales sur BFM Paris et qui a fait une screenshot incroyable d'un présentateur de France 3 qui tient un micro énorme avec un très long plumeau. Faut que vous vous imaginiez qu'il le tient au niveau de la taille et ça lui remonte presque jusqu'au cou. Commentaire, c'est pas la taille qui compte. Julia, notre spécialiste tweet, hein, n'est-ce pas? Alors, MC, vu que Marion est partie bosser, on la salue. MC reprend le top flop de Marion. Voilà, donc le top de Marion. Top ou flop? Gros top de la part de Marion pour Burger Quiz, qui était très attendu et qui n'a pas déçu. Le premier prime de 3 épisodes mercredi dernier a été à la hauteur de toutes les espérances. Un carton ressemblant près de 2 millions de personnes, Maxime. Ce qui est énorme pour TMC et pour Alain Chabat, qui n'attendait pas en fait un tel succès lui-même.
Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, ce plaisir est limité à 40 éditions. Et peut-être à une saison 2, mais sans Alain Chabat, on en reparlera la saison prochaine, alors que ce sera pas moi, mais c'est pas grave. Oui, attention parce que c'est le dernier top flop, c'est Mathieu. Voilà. Et ben justement, moi c'est un flop et en même temps un top, c'est mon côté macroniste. Le départ de Maxime Martinez qui s'en va vers d'autres horizons dès le mois de juin. C'est un scoop exclusif sur Radio Germaine. Souhaitons-lui bonne chance et si Alexandre Pasteur tu me regardes, n'hésite pas à l'embaucher pour t'accompagner et commenter la grande boucle. Il sera ravi. Voilà, c'est le moment de se quitter. Un discours. Il est prévu, vous inquiétez pas. Discours. C'était la dernière de Fréquence Média et j'aimerais, avant de se quitter, remercier quelques personnes. D'abord, vous, auditeurs. Vous étiez en moyenne une 50aine à chaque émission à nous écouter. Merci de votre fidélité. Merci à celles sans qui cette émission n'aurait pas existé. Et j'ai bien dit celles parce que c'est 2 femmes, Léa Bouquet et Fiona S, responsable programmation et présidente de Germaine à l'époque, avec qui j'ai monté cette émission. Ensuite, l'équipe qui a dirigé Germaine depuis 1 an et demi et dont j'ai fait partie et qui est en partie là. Cette dernière de Fréquence Média a aussi une page qui se tourne pour votre radio. La majorité du bureau s'en va à la fin de la saison, soit pour aller vers le monde du travail, comme moi ou comme Charles, soit pour vivre une année hors du commun, la 3. Zoé, Charles, MC, Jeanne et tous les autres. Nous avons durant ces 2 ans, tous les autres c'était Giovanni, voilà. Je suis tous les autres. Ouais, voilà. Tu es tous les autres. Ariane et tous les autres. Nous avons durant ces 2 ans fait de belles choses sur cette radio. Qui aurait imaginé il y a 2 ans que Radio Germaine soit citée par Frédéric Muon en amphi, que nous organisions le débat des élections à Sciences Po? Personne, à mon avis. Je pense qu'on peut être fier de ce qu'on vous a proposé à vous, auditeurs, parce que la radio, on l'a fait pour vous faire découvrir de nouveaux horizons à travers le son, ça fait travailler l'imagination, ça capte votre attention. On a voulu vous parler de tout à notre manière, de la politique à l'international, de la culture aux médias. Vos retours ont toujours été sympathiques et positifs. Merci. Merci à nos invités. Ils ont été pile 30 à débarquer dans notre petit KGB de la rue Grégoire de Tours sous 50 degrés. Un habitué, Jamel Mazi, qui est venu 2 fois. Et puis tous les autres, on a eu Rebecca Manzoni, on a eu François-Régis Gaudry, on a eu Philippe Vandel, Sonia De Villers. Merci à eux. Merci aussi à Clotilde, qui a été notre voix antenne pendant ces 2 ans et bien plus encore pour moi. Et puis surtout, merci à toute mon équipe. Julia, Claire, Marion, Mathieu, Léopold, JB, Diane, Emma, Louis, Élise et Julia qui étaient là l'année dernière. La team média était encore belle cette saison. J'ai adoré ces 2 années avec vous. J'espère que vous avez aussi aimé, les amis. Beaucoup. On s'est bien amusé pendant ces 2 années. Merci à Julien à la technique de cette dernière émission. Merci à toutes et à tous. Fréquence Média, c'est terminé. Vous aviez choisi la bonne fréquence. Radio Germaine.